Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 10, feedback des poditeurs 2, Judgment Day. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debus. On se retrouve pour une deuxième petite compilation du retour des poditeurs sur les forums, etc. Pour rappel, si vous avez des questions ou des retours ou des commentaires, n'hésitez pas à visiter le fil du forum elbakin.net dédié au podcast. On ne peut pas promettre de répondre à tout, mais on essaie de surveiller. Si les questions nous semblent trop vastes, ça pourra faire l'objet d'un épisode. Si les questions nous semblent suffisamment brèves pour qu'on puisse y répondre brièvement, eh bien, on y répondra là. Alors, pour commencer sans plus d'introduction, un commentaire, un retour de Pierre Gollon sur l'épisode 19 de la saison 1, Pourquoi un éditeur ? Et un retour intéressant et un peu long que je vais nous lire, puisqu'il nous parle d'un point de vue dont on ne peut pas vraiment parler nous trois, c'est l'auto-édition. Pierre nous dit, puisque lui a une expérience en la matière, « J'ai beaucoup aimé l'émission comme toutes celles que vous faites, merci. J'aurais cependant sur celle-ci un petit bémol à mettre sur l'auto-édition. Je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir un avis de quelqu'un, peut-être même de plusieurs personnes, publiant, entre guillemets, à leur compte. En effet, parmi les trois intervenants, nous trois donc, aucun n'a publié de livre, entre guillemets, par lui-même, et on sent donc, vous l'avouez d'ailleurs, vous n'êtes pas vraiment apte à en parler car vous avez fait le choix de l'édition traditionnelle. Vous expliquez que les auteurs auto-édités ne se rendent souvent pas compte de la promotion à effectuer. Je serais d'accord avec vous si les méthodes de promotion des auteurs auto-édités étaient semblables à celles de l'édition traditionnelle. Ça tombe bien, on va faire un épisode sur les méthodes, les moyens médiatiques à disposition des auteurs. Donc Pierre, le fait est que le circuit des livres auto-édités n'obéit pas aux mêmes règles que celle de l'édition classique, grâce à, vous le dites à demi-mot dans l'émission, l'essor de l'e-book. Car il existe dans l'auto-édition comme une économie souterraine, disons plutôt virtuelle, souvent complètement laissée de côté par les éditeurs classiques. J'ai moi-même demandé à récupérer les droits numériques de certains de mes textes, tout en laissant à l'éditeur le soin de promouvoir leur version grand format ou poche, et je reste assez halluciné par le public demandeur de ce genre. Plus de ventes en 15 jours qu'un éditeur en 4 ans. J'ai croisé des auteurs auto-édités qui avaient vendu plusieurs milliers de livres numériques. Quand je dis milliers, je parle entre 5 et 20 000 livres, et dont le rêve était pourtant d'être publiés, eux-mêmes ne se rendant pas compte qu'ils avaient touché plus de public que s'ils avaient publié dans une bonne maison d'édition traditionnelle. Et il ne s'agit pas de cas isolés, j'en connais bien une vingtaine dans ce cas. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, loin de moi l'idée de critiquer l'émission, je souhaitais juste donner mon point de vue sur cette petite partie, je suis avec le plaisir le reste de nos émissions, etc. Merci beaucoup Pierre. Donc voilà, lire ce retour semblait intéressant puisqu'effectivement ça parle d'un pan, comme on le disait, que nous trois on connaît assez peu. Cela dit, j'aurais juste une tendance à amicalement persister et signer sur le fait que beaucoup d'auteurs auto-édités sous-estiment le travail que ça demande. J'ai vu, pour ma part, des amis auto-édités presque s'user la santé, à force de salon, à force de boulot. Encore une fois, c'est pas pour minimiser le retour de Pierre, qui est fortement instructif, mais moi, ce qui m'ennuie toujours, c'est le discours que je trouve à la limite du malhonnête, que tient Amazon, avec l'auto-édition en disant soyez auteur auto-édité chez nous et les portes de la richesse et de la renommée vous ouvrent les bras. C'est beaucoup moins simple que ça et je lis quand même beaucoup de retours sur les forums, de blogs, etc., d'auteurs qui, parfois par impatience, font le choix de l'auto-édition parce que l'édition traditionnelle, qui a ses lenteurs, on va pas dire le contraire, ne répondent pas assez vite. Et parfois des repentirs en disant j'aurais dû être un peu plus patient. C'est pas pour dire encore une fois qu'une filière est plus ou moins bonne que l'autre. Il est totalement vrai qu'avec l'édition numérique et l'auto-édition, il y a un certain nombre de genres qui n'existent tout simplement pas dans l'édition traditionnelle. On touche effectivement tout un public que l'édition traditionnelle a peut-être plus de mal à toucher, c'est tout à fait vrai. Cependant, prudence, ce n'est pas une solution miracle, comme l'édition traditionnelle n'est pas une solution miracle non plus, et ça nécessite une réflexion d'entrée et une question de stratégie, et ça veut pas dire que de la même manière, c'est pas parce qu'on crée une page Facebook à son nom que les likes et les ventes vont arriver par millions. C'est pas parce qu'on publie son bouquin en auto-édition et en édition traditionnelle que l'aventure se termine là et que ça va forcément être un succès. C'est un choix, mais c'est un choix dans lequel il faut entrer simplement en connaissance de fait. Après, c'est vrai que c'est un retour qui est très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit, c'est que ce sont deux fonctionnements qui sont totalement différents et que nous-mêmes, on n'a pas du tout l'expérience pour pouvoir en parler en détail. Complètement. Et ça pourrait être intéressant si plus tard on fait évoluer l'émission dans le sens de peut-être avoir des intervenants extérieurs
Je trouve que ça pourrait être tout à fait intéressant, par exemple, d'en parler avec quelqu'un Complètement. qui ait une connaissance de ce domaine-là. Tout à fait. Parce que c'est tout un pan dont on ne peut pas parler nous-mêmes, effectivement. Moi, je pense Ou pas. moi, sincèrement, je pense que il faut complètement distinguer l'auto-édition. Enfin, en fait, il y a deux auto-éditions. Il y a l'auto-édition papier et il y a l'auto-édition numérique, et ça change tout. L'auto-édition numérique, c'est facile à faire. C'est vrai, avec un petit logiciel du genre Calibre, vous pouvez encoder, vous pouvez trouver une photo libre de droit ou Jean-Claude Dugnac a un tutoriel. Voilà, ou un machin pas cher. Ouais. Vous mettez sur Amazon ou machin, et c'est plié. Et je dirais, why not? Après tout, pourquoi pas? Sur le papier, bah là, ça change tout. Vous avez un investissement, faut vous distribuer, voilà. Là, vous allez toucher à beaucoup plus de métiers, en fait. À la fabrication, à l'édition, à la distribution. Vous allez devoir assurer toute la chaîne du livre, à vous tout seul. Donc le papier, c'est particulier. Alors, il y a des auteurs qui le font. Pierre Grimbert, par exemple, à un moment, il a monté sa propre maison d'édition, et donc il est devenu auto-éditeur, même s'il s'édite lui-même et il édite le reste de sa famille, on va dire. Mais voilà, lui, il a fait le choix de l'auto-édition, et ça a marché. Pour le coup, ça a marché. Claire Bretéché, bien avant lui, avait créé sa maison d'édition aussi. Et c'est vrai que quand on voit les marges, ce que gagne un auteur sur un livre, c'est-à-dire de 8 à 10%, bah on se dit que, mince, pourquoi est-ce qu'on a aussi peu, quoi? Il y a des auteurs qui se sont dit, il n'y a pas de raison que moi qui suis à l'origine du texte, donc à l'origine du livre, pourquoi est-ce que j'aurais pas la part du lion? Et c'est parti de ça. Sur le numérique, pour répondre à Pierre en particulier, voilà, pour le coup, il m'étonne quand même des dizaines ou des centaines d'auteurs qui vendraient entre 5 000 et 20 000 exemplaires. Il disait plus une vingtaine. Moi, ça me paraît même beaucoup, en fait. J'aimerais bien quand même voir les chiffres, parce que quand même, les retours que j'ai eus, c'est quelques dizaines d'exemplaires. J'ai eu des retours qui allaient plutôt dans son sens, effectivement, de personnes qui ont réussi à fédérer un public qui les suit vraiment d'un livre à l'autre, et où il y a... D'accord, parce que moi, pour le coup, j'ai eu beaucoup d'exemples avec des auteurs autopubliés qui en ont vendu quelques dizaines, quoi. Alors, je pense que l'écart est juste vertigineux entre, effectivement, tu vends à 5-10 personnes grand max, et à côté de ça, il y a des auteurs, il y en avait au Salon du Livre de Paris, d'ailleurs, si je me trompe pas, des autrices qui ont démarré sur Wattpad, et qui ont fédéré tout un public, en plus, c'est vraiment très enthousiasmant, plutôt ados, jeunes, donc des jeunes lecteurs, qui arrivent en masse. Pour moi, c'est la concrétisation de ce que dit Pierre, avec cette espèce de public, faute de meilleurs termes, un peu souterrain, qui échappe effectivement à l'édition traditionnelle et qui arrive à fédérer des phénomènes, qui arrivent à fédérer un lectorat qui effectivement échappe à l'édition traditionnelle. En tout cas, ça s'est vu au Salon du Livre de Paris cette année, par exemple. Mais là, c'est le numérique, pour le coup. C'est le numérique, tout à fait. Comme tu dis, Mélanie, je pense qu'on pourra effectivement, quand on... Voilà, ça fait partie de nos plans, d'avoir des intervenants ponctuellement pour parler des sujets sur lesquels on n'est pas nécessairement compétent. Tout à fait, avoir des gens qui pourraient nous parler, parler aux auditeurs d'auto-édition, d'une manière que, très humblement, effectivement, nous, on peut pas faire, et c'est pour ça, je suis content qu'on ait passé du temps là-dessus aussi. Pour ça que le retour de Pierre était particulièrement intéressant pour nuancer ce qu'on a dit et apporter un point de vue qu'on n'a pas, quoi, très clairement. Autre retour sur l'épisode 7 de la saison 2 sur la nouvelle. Vous avez dit tous les... oui. Vous avez dit tous les trois que les nouvelles dans les recueils sont payées au forfait et non en pourcentage. J'en ai publié une tout récemment chez un petit éditeur numérique dont le contrat prévoit que 30% du prix public du livre soit partagé à égalité entre les auteurs. Il est peut-être plus facile de justifier la division pure et simple dans le cadre d'un appel à texte de ce genre que d'un autre type d'anthologie, car tout le monde est à égalité, même limite de nombre de signes, tous les textes sont inédits, aucun auteur n'est plus prestigieux qu'un autre. D'après ce que j'ai vu, ce système semble assez fréquent chez ces petits éditeurs qui font des appels à texte rémunérés. Sur appelattexte.fr, on trouve souvent la mention « L'auteur cède ses droits pour une durée limitée et reçoit un pourcentage sur les ventes ». Bien sûr, on trouve encore plus souvent « L'auteur conserve tous ses droits, sous-entendu et n'est pas payé ». C'est vraiment trop aimable. J'ai entendu dire que 30% est généreux, mais je n'en sais pas plus. Est-ce que c'est un système que vous constatez ? Je suis pas sûre d'avoir déjà été payé au pourcentage sur une nouvelle. J'ai essayé de me rappeler, j'ai pas souvenir. C'est presque toujours du forfait, effectivement. Alors moi, effectivement, j'ai pas pratiqué ce système-là, mais c'est un système que j'ai vu plusieurs fois et que je vois de plus en plus, notamment chez des petites maisons. Exactement, c'est ce que le retour décrit, où il y a 30% de par auteur qui se retrouve distribué. Un rapide calcul de coin de table m'a montré que globalement, ce type de rémunération, si on met ça en regard du vente typique d'une anthologie, amène une rémunération qui me paraît quand même globalement inférieure au forfait habituellement pratiqué, qui est dans la zone de la centaine d'euros pour une anthologie de ce genre-là.
Alors donc oui, ça se pratique. J'ai quand même une interrogation sur la viabilité à long terme de ce genre de choses. Alors ça m'est arrivé aussi pour une anthologie, c'est un éditeur plus classique. Mais en fait, très rapidement, l'éditeur en question a arrêté parce que ça génère juste une comptabilité de taré, en fait. Parce que on se bataille pour des centimes d'euros tous les ans. Ça veut dire multiplier la réédition de compte par 10 pour un ouvrage. Je dis pas que c'est pas possible et je dis pas qu'il y a des éditeurs qui le font pas. Juste, je ne serais pas étonné, comme ça se pratique assez fréquemment, que ça soit accompagné d'une clause où ça dit tant qu'on vous n'arrivez pas à 25 ou 50 euros de droit, on vous verse rien, parce qu'effectivement, encore une fois, ça rajoute de la manutention, ça rajoute de la logistique. Faire 10 versements par an pour un seul livre pour 1,50 €, ça demande juste un temps de fou, et les éditeurs ont autre chose à faire, et c'est bien normal. Donc, oui, c'est possible. C'est pas un système qui est très répandu, probablement pour ces raisons-là. Ça marche bien si l'anthologie fonctionne, auquel cas très bien. Bah oui, parce qu'on sait que les anthologies vendent peu. Oui, voilà. Il n'y a pas de best-seller, il me semble qu'il n'y ait jamais eu de vrais best-sellers. De temps en temps, on a des anthologies qui marchent bien pour des raisons parfois sont un peu mystérieuses. Mais dans la science-fiction, sincèrement, il y a eu le premier Escale sur l'horizon de Lehman, qui avait bien marché dans les années 90. Il y a eu le Genèse d'Ayerdal, et puis c'est à peu près tout, quoi. Des fois, une anthologie marche très bien. Globalement, on sait que c'est puis pas... c'est quelques milliers d'exemplaires, je veux dire, voilà. Ça va pas davantage. Donc, imaginez, si vous avez 10 auteurs dedans, voilà, on en retourne encore à quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, même avec 4000 ou 5000 ventes. Voilà, et une anthologie qui fait 4 ou 5 000 ventes, quand même, fréquemment, ça n'arrive pas. Ça n'arrive quasiment jamais. Voilà, clairement. Donc, ce système existe, mais c'est pas le plus fréquent, et en général, c'est plutôt des petites structures qui le proposent. Probablement aussi parce que, pour une raison très simple de comptabilité, donc qui est intéressante de savoir, c'est que ça permet de payer les auteurs à parution sur les ventes, au lieu de sortir de la trésorerie, ce qui pour une petite maison est beaucoup. Si j'ai 10 auteurs, que je les paye chacun 100 €, il faut que je sorte 1000 €, et pour une petite maison, c'est une somme. Ça nécessite une avance de trésorerie qu'on n'a pas nécessairement aussi, quoi, tout simplement. Je vois le temps passer, un dernier retour, mais qui n'est pas vraiment une question, c'est juste des commentaires qui ont le trait à l'épisode 6 de la saison 2, la rémunération des auteurs. Et sur le forum Elbakin, on voit des réactions passer comme « Eh ben, c'est pas folichon. Comment ça, tous les auteurs ne sont pas des Rowling ? Il ne faut pas espérer se lancer dans ce métier pour devenir riche, mais en vivre. » Ce dernier retour me semble particulièrement intéressant. Même en vivre, c'est pas évident. Même en vivre, ouais. Quelle surprise. Donc oui, l'immense majorité des auteurs, voilà, il y a beaucoup de discussions là-dessus, et sans rentrer dans oui, mais on n'a pas les moyens non plus de s'acheter la corde pour se pendre, alors tout va bien. Voilà, exactement. On touche à la fin, donc juste, Philippe Deniel est dénoncé, et sur Facebook, il nous demande la question, dans la saison 3, y aura-t-il enfin des dinosaures ? Je pense qu'on peut parler, et je le mettrai en lien, introduire l'existence du Brontésaure. Oui. Donc voilà, donc je vous invite à aller découvrir le Brontésaure dans les notes de l'épisode. Donc pour rappel, le meilleur endroit pour poser des questions, faire des commentaires, nous expliquer que, comme Pierre l'a très bien fait, que nuancer ou apporter un complément d'information, nous dire clairement que vous n'êtes pas d'accord, le meilleur endroit pour le faire, c'est le forum du elbakin.net dédié au podcast. En attendant, une petite citation, alors citée de mémoire, parce que c'est Brandon Sanderson qui disait ça pendant une table ronde aux Utopiales il y a des années, une citation générique sur l'écriture, mais qui est assez universelle, je pense. Il disait, encore une fois, je cite de mémoire, « Écrire sans faire de plan, c'est comme sauter d'un avion avec une pelote de laine et tricoter son parachute avant de s'écraser par terre. » Je vous laissons avec ça. Merci de nous avoir suivis. Assez procrastiné. Allez écrire.